Alors dans cette vidéo, nous allons étudier les différents instruments de la politique climatique. Donc dans un premier temps déjà, nous allons définir ce qu'est la politique climatique. En fait, elle regroupe toutes les mesures prises par les pouvoirs publics, que ce soit au niveau national ou au niveau mondial d'ailleurs, qui vont permettre de préserver l'environnement, de lutter contre les externalités négatives des activités humaines au niveau environnemental. Mais surtout, la politique climatique, c'est avant tout lutter contre le réchauffement climatique. Il faut donc réduire drastiquement et prioritairement les émissions de gaz à effet de serre, et on pense notamment au plus important d'entre eux, le dioxyde de carbone. Alors en fait, la politique climatique va s'appuyer sur deux types d'instruments. Les instruments qui reposent sur la contrainte, la réglementation, et les instruments qui reposent sur l'incitation, la taxation et le marché des quotas d'émissions. On va les étudier successivement, donc en commençant par la réglementation. Alors en fait, on peut combattre les externalités négatives de la croissance économique au niveau environnemental, tout simplement par la contrainte, en fixant des normes. En fait, c'est tout simplement cela la réglementation. La réglementation, c'est quand les pouvoirs publics vont fixer des normes, par exemple des normes de pollution. Les pouvoirs publics vont ainsi imposer des obligations de faire, par exemple l'obligation d'avoir un pot catalytique sur des véhicules neufs, et ils vont également imposer des obligations de ne pas faire, par exemple, ne pas dépasser un certain seuil quantitatif d'émissions de substances polluantes. Alors dans les faits, il existe plusieurs types de normes. On a par exemple les normes d'émission, donc autrement dit, il ne faut pas dépasser un certain seuil d'émissions de particules fines, de CO2, etc. On a les normes de procédé, ça peut être par exemple obliger les entreprises à faire des efforts en matière de gestion des déchets, en matière de recyclage, etc. Ça peut être des normes de produits, par exemple interdire les gaz CFC dans les bombes aérosols, ça peut être interdire les lampes à incandescence, etc. On peut également avoir des normes de qualité, alors là elles vont concerner par exemple la qualité de l'eau, la qualité de l'air, etc. Alors la réglementation a un certain nombre d'avantages. Bon, déjà, il faut se dire qu'elle est super efficace contre les pollutions dangereuses. C'est l'avantage de la réglementation, c'est que c'est radical. On interdit. À partir de là, dès l'instant où l'on interdit, automatiquement, on a des conséquences positives au niveau environnemental. Deuxième avantage de la réglementation, c'est simple à mettre en œuvre. On fait passer un décret, une loi, et c'est plié. Il n'y a plus qu'à appliquer. Troisième avantage, c'est vrai que ça constitue une incitation à innover. Parce que finalement, comme on va interdire un certain nombre de produits, il va falloir trouver des substituts, d'autres choses, donc les entreprises vont devoir faire des efforts d'innovation dans ce domaine-là. Et ça, c'est super intéressant. Bon, bien évidemment, il y a des avantages, mais d'un autre côté, il y a des inconvénients. Déjà, ce n'est pas évident de trouver, en fait, un niveau qui soit conciliant d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique, en clair. Le problème de la norme, c'est que si, par exemple, on décide de fixer une norme de pollution à un niveau trop élevé, bon, de toute façon, les agents économiques pourront pas la respecter, donc ils vont essayer de contourner le problème, ils vont essayer quelquefois de faire des stratégies d'évitement, comme on a pu le voir, de temps à autre dans le domaine de l'automobile, avec des tests qui étaient faussés. Donc c'est vrai que fixer une norme qui est inaccessible, ça n'a pas beaucoup de sens en fait. D'un autre côté, fixer une norme de pollution à un niveau trop bas, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt, puisque de toute façon, d'un point de vue environnemental, ça servira strictement à rien. Alors, inversement, d'un point de vue économique, c'est sûr que ce sera très intéressant pour les entreprises. Après, un deuxième inconvénient, c'est que on n'est pas incité à faire mieux que la norme. Si on a une norme de pollution qui fixe par exemple un seuil à ne pas dépasser, on se placera généralement au niveau du seuil. On n'a aucune raison d'aller beaucoup plus en dessous du seuil. Ensuite, la réglementation n'est pas très adaptée pour les pollutions multiples, où on a du mal un petit peu à déterminer quelles sont les causes, quelles sont les entreprises à l'origine. On va pas tout interdire quand même. Déjà qu'interdire certains produits, c'est pas toujours évident, donc tout interdire, ce serait juste impossible à gérer. On a des coûts de contrôle, il faut vérifier si les entreprises jouent bien le jeu, et c'est vrai que ces coûts de contrôle, malheureusement, sont à l'origine de dépenses pour les pouvoirs publics. Qui plus est, c'est injuste. Si vous êtes une grande entreprise, vous pourrez plus facilement vous adapter, vous aurez des capacités de mutation beaucoup plus importantes, ce sera plus facile pour vous d'appliquer de nouvelles normes. Alors que si vous êtes une petite entreprise, déjà il va falloir se sensibiliser à cela, il va falloir trouver des informations, et ensuite vous pouvez être dans l'obligation de modifier tout votre système productif, et ça risque de vous coûter relativement cher en fait.
Enfin, c'est vrai qu'il y a un risque de perte de compétitivité, parce que si dans un pays on a des normes qui s'appliquent, mais que dans d'autres pays qui sont concurrents, bien évidemment à l'échelle internationale ces mêmes normes ne s'appliquent pas, les entreprises qui se situent dans le pays où il y a des normes se font avoir en fait. Parce que, bon, qui dit norme dit généralement que les coûts de production ont plus de chances d'être tirés vers le haut que vers le bas, donc bien évidemment c'est problématique en termes de compétitivité. Alors deuxième instrument donc de la politique climatique, la taxation. La taxation, c'est tout simplement un prélèvement obligatoire qui est effectué par les pouvoirs publics sur les activités polluantes. On parle de taxe pigouvienne, puisque c'est Arthur Cécile Pigou qui a mis en évidence cette notion en fait de taxation d'un point de vue écologique. On parle d'écotaxe, en termes beaucoup plus courants. En fait, les agences économiques vont devoir internaliser les effets externes dont ils sont à l'origine. Bon, si on traduit en français, c'est ce qu'on appelle le principe du pollueur-payeur. Je pollue, donc je paye. Je pollue, je suis à l'origine d'externalités négatives, de conséquences négatives au niveau environnemental, donc c'est à moi de payer les conséquences, tout simplement, en payant davantage pour que je puisse modifier mon système productif, pour que je puisse mettre en place justement des systèmes de dépollution. Alors, en taxant les activités polluantes des producteurs, ces derniers vont devoir faire des choix, ils vont devoir faire des arbitrages. Ils vont devoir, par exemple, soit mettre en place des activités de dépollution, soit modifier leur système productif en innovant, tout simplement, afin, bien évidemment, de pouvoir moins polluer, ou alors, tout simplement, ils vont s'acquitter de la taxe, au choix. Si l'on se place cette fois-ci du point de vue des consommateurs, ces derniers vont devoir faire un arbitrage. Alors, si on prend l'exemple des véhicules, par exemple, des voitures, c'est le principe du bonus-malus écologique sur les voitures neuves. Et en fait, si vous achetez un véhicule peu polluant, donc quand on dit peu polluant, c'est bien évidemment la quantité d'émissions de CO2 émis, d'accord. Donc si vous achetez un véhicule peu polluant, vous aurez par exemple un bonus écologique qui va vous permettre finalement de diminuer le prix d'achat d'autres véhicules. Si vous achetez un véhicule qui au contraire s'avère être beaucoup plus polluant, vous aurez un malus, c'est-à-dire que vous devrez payer une somme qui va accroître la valeur d'achat de votre véhicule. Dans le premier cas, c'est une incitation à acquérir des véhicules peu polluants. Dans le deuxième cas, c'est une désincitation à acquérir des véhicules très polluants. Alors, quels sont les avantages de la réglementation ? Déjà, il faut savoir que le coût dépend du comportement des agents économiques. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'on laisse le choix finalement aux agents économiques de faire ce qu'ils veulent. On leur laisse cette capacité, cette latitude, cette liberté. Et d'un point de vue économique, bien évidemment, c'est fondamental parce qu'on part du principe que le marché, logiquement, doit prendre de bonnes décisions. Donc les agents économiques, dans un certain nombre de cas, vont être incités à moins polluer. Ils vont donc innover afin de mettre en place des systèmes productifs moins énergivores, moins polluants. Alors l'avantage également de la taxation, c'est que ça va rapporter de l'argent à l'État. Ça c'est intéressant en fait. Ça rejoint le principe du double dividende. Double dividende, c'est quoi ? C'est tout simplement, premier dividende, première conséquence en fait, premier avantage, c'est qu'il y aura tout simplement des conséquences positives d'un point de vue écologique. Et deuxième dividende, deuxième conséquence, c'est que comme il y a une taxation, il y a de l'argent qui va rentrer dans les caisses de l'État, donc les pouvoirs publics peuvent très bien faire un transfert, par exemple, en diminuant la fiscalité sur le travail, ce qui va davantage inciter les entreprises à embaucher et par là même diminuer le chômage. Donc on voit que finalement, la taxation peut avoir des conséquences positives dans des endroits où on s'y attend pas, par exemple au niveau du chômage. En troisième lieu, bien évidemment, c'est que la taxation permet de corriger les externalités négatives liées aux activités productives, donc en l'occurrence. Bon, bien évidemment, c'est des avantages et qu'il y a des inconvénients. Déjà, taxation c'est bien, fixer une taxe, ok, mais quel niveau ? Une taxe trop faible, on n'en a rien à faire, on va continuer de produire, quitte à payer la taxe, c'est pas bien grave, puisque il y aura un impact très très faible sur le niveau des coûts de production. D'un autre côté, si elle est très élevée, là ça sera difficilement gérable pour les entreprises, donc ça ne servira pas non plus, qu'elles trouveront des stratégies d'évitement, ça peut être des délocalisations ou autre. Il y a un risque bien évidemment de dumping, ça c'est le problème de la taxation dès l'instant où on est en présence d'une stratégie non coopérative, où tous les pays ne participent pas et ne mettent pas en place les mêmes taxes. Donc ce qui fait, comme on l'a dit juste avant, qu'il y a des risques de délocalisation, les entreprises risquent d'aller produire dans des pays où il n'y a pas ces taxes. La taxation au niveau du consommateur peut être à l'origine d'inégalités sociales, puisque finalement, quand on est un ménage aisé, payer une taxe, c'est pas bien grave, je veux dire, vous achetez votre voiture 50 000 €, même si vous avez
un malus de 3000 €, ça va pas changer grand-chose, hein. Par contre, quand vous êtes un ménage effectivement plutôt modeste, là la taxation peut sérieusement gréver, avoir des conséquences négatives sur votre pouvoir d'achat. Et en dernier lieu, donc, les marchés des quotas d'émission. Alors un marché de quotas d'émission, c'est tout simplement une bourse d'échange de droits pollués qui fonctionne conformément à la loi de l'offre et de la demande. Bon, en gros, c'est un système incitatif qui découle des travaux de Ronald Coase et qui repose sur ce qu'on appelle l'internalisation des effets externes. Internalisation des effets externes, ça fait un peu barbare, ça veut juste dire que l'agent économique qui est à l'origine de problèmes environnementaux doit en subir les conséquences d'un point de vue financier. C'est tout. Alors, on va présenter le principe de fonctionnement du marché des quotas d'émission, comme ça sera plus facile de bien comprendre. Bon, marché des quotas d'émission, ça marche comment? Concrètement, on va avoir les pouvoirs publics qui vont définir un volume total d'émissions, par exemple un volume total d'émissions de CO2. Donc ils vont dire, voilà, par exemple, dans tel pays, pour telle année, il ne faudra pas qu'on dépasse tel niveau de CO2 au total. Bon, sachant que le niveau qu'ils veulent pas dépasser, c'est un niveau inférieur à ce qu'ils ont observé les années précédentes. Le but, c'est de tendre vers le mieux. Donc les pouvoirs publics vont distribuer des quotas d'émissions aux entreprises qui polluent. Chaque quota, c'est finalement ce qu'on appelle un droit à polluer. Donc les entreprises qui polluent vont recevoir des droits à polluer, sachant que ça va leur permettre de polluer dans une certaine proportion, une proportion plus faible qu'est-ce qu'elles ont pollué jusqu'ici. C'est le but du jeu, bien évidemment. Donc si une entreprise qui s'est vue accorder des quotas pollue moins que ce que les quotas lui permettent, elle va revendre les quotas qu'elle a en trop sur un marché boursier. Inversement, si une entreprise qui s'est vue accorder des quotas pollue plus que ce que les quotas lui permettent, alors elle va devoir acheter des quotas sur un marché boursier. Tout simplement. L'entreprise va effectuer un calcul. Elle va comparer les coûts générés par la dépollution et le fait d'acheter des quotas. Alors on a deux cas de figure. Premier cas de figure, si les coûts de dépollution sont inférieurs au prix des quotas, dans ce cas-là, l'entreprise, évidemment, elle va dépolluer, l'entreprise, elle va moins polluer. Donc l'entreprise va moins polluer que ce que le nombre de quotas accordés lui permet. Comment elle va faire? Elle peut améliorer les techniques de production existantes, elle peut utiliser d'autres techniques de production, mais qui sont moins polluantes que celles qu'elle utilise, ou alors elle peut les jouer plus finement en incitant la demande finale à se reporter vers des produits moins polluants, tout simplement. Elle va vendre autre chose en fait. Inversement, si les coûts de la dépollution sont supérieurs au prix des quotas, pour l'entreprise, il n'y a pas beaucoup d'intérêt financier à dépolluer, ça veut dire qu'elle va continuer à polluer comme avant, et donc finalement, elle va dépasser le volume de pollution accordé par les quotas. Mais comme elle a dépassé le volume de production, le volume de pollution accordé par les quotas, elle va devoir acheter des droits à polluer sur la bourse du carbone auprès d'autres entreprises. Je vous ai mis un exemple, vous mettez sur pause, vous regardez, c'est histoire d'être sûr d'avoir bien compris ce que je viens de vous développer. Et on termine avec les avantages, donc, des marchés des quotas d'émission. Donc déjà, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, on laisse le marché se débrouiller seul, et on considère que c'est, bien évidemment, d'un point de vue libéral, la situation la plus optimale. Le signal prix donné par la valorisation des quotas d'émission, il ne peut être que bon, tout simplement. Moins les pouvoirs publics interviennent, mieux c'est. Ça va permettre aux entreprises d'effectuer des arbitrages entre la poursuite d'efforts en matière de dépollution ou l'acquisition de nouveaux quotas. Les entreprises prennent toujours de bonnes décisions. Ça va favoriser les producteurs vertueux, parce que finalement, celui qui fait des gros efforts de dépollution, il lui restera des quotas, et ces quotas, il va pouvoir les revendre. Donc finalement, ça va lui permettre de diminuer justement les dépenses qui ont été occasionnées par la mise en place de techniques de dépollution ou autres. Donc ça, c'est intéressant, parce que les efforts sont récompensés. C'est une incitation à innover pour mettre au point des technologies moins polluantes. Bien évidemment, il y a des inconvénients, ça va de soi. Déjà, c'est pas évident pour les pouvoirs publics de fixer la quantité de permis en circulation. S'ils en fixent trop peu, chaque droit en fait à polluer va coûter très très cher. Donc ça va être compliqué pour les entreprises justement de pouvoir s'en procurer. Inversement, s'ils en distribuent beaucoup, finalement ça ne vaudra plus rien. Donc il n'y aura pas beaucoup d'efforts de dépollution qui seront faits, autant polluer finalement. Il y a des coûts de transaction quand même qui sont liés à l'intervention sur le marché du carbone. Il y a des équipes de trading qui doivent intervenir. C'est vrai que ça a quand même des coûts financiers pour les entreprises. Bon, après, on dit bourse, on dit spéculation, on dit volatilité des prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et ça risque de fausser un petit peu la situation, bien évidemment. Puis bon, c'est vrai que s'il y a des stratégies non coopératives, que tous les pays ne participent pas, il y a des risques de perte de compétitivité, de fuite carbone, on va produire à l'étranger. Puis si on connaît pas tous les pollueurs, c'est pareil, ça pose problème, de toute façon.